Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinopassion, le rendez-vous des passionnés de cinéma. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Pierre Santini, homme de théâtre, de télévision, de cinéma, comédien, metteur en scène, directeur de théâtre, plusieurs vies en une. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue dans Kinopassion et merci d'avoir accepté mon invitation. Et bienvenue dans ce lieu magique. Oui, c'est magique parce qu'on est dans le cinéma totalement là. Toutes les cassettes que je vois là autour, c'est des grands films alors. Voilà, nous sommes au Vidéoclub de la Butte, un des derniers vidéoclubs de Paris Intramuros. C'est bien, c'est bien. Voilà, alors merci Christophe de nous accueillir. Alors, cher Pierre, vous avez fait l'école de Charles Dullin. Alors Charles Dullin était mort. Oui, mais c'est... Quand j'ai fait l'école Charles Dullin, je suis rentré à l'école Charles Dullin parce qu'il n'avait pas voulu de moi au conservatoire. Ah. Mais c'est de ma faute, j'étais mal préparé. Et j'avais jamais été dans un cours avant, et puis j'avais préparé ça tout seul, enfin bref. Donc, ils n'ont pas voulu de moi au conservatoire. Et j'avais longtemps hésité, à l'époque du baccalauréat, entre deux métiers, acteur ou chirurgien. Et un jour, on m'a dit, si tu veux être chirurgien, il faut que tu arrêtes de faire latin-grec, il faut faire un peu de sciences et un peu de mathématiques. Alors, j'ai passé mon premier bac classique, latin-grec, et mon deuxième bac, parce qu'à l'époque, il y avait deux bacs, sciences expérimentales, pour pouvoir aller à la fac de médecine après. Et puis, j'ai eu le malheur de rencontrer Jean Vilar et le TNP. Et donc, ça a été un choc pour moi de voir Gérard Philippe, Maria Cazares, Daniel Sorano, Jean Vilar et tout ça, Jean-Pierre Darras, de les voir sur scène. Et je me suis rendu compte que le cours Charles Dullin, qui s'appelait Charles Dullin parce que c'est lui qui l'avait fondé, mais Charles Dullin était mort, et ça avait été repris par son ancien assistant Lucien Arnaud, qui était un des comédiens de Jean Vilar. Le cours avait lieu au Palais de Chaillot. Et comme Trocadéro, l'avenue Mozart, la porte de Saint-Cloud, c'est toute mon enfance. J'étais au lycée Claude Bernard, enfin du Parc des Princes, tout ça. Ah, je dis, bah tant pis, je vais aller là. Hein. Donc je vais au cours du Lin, et là, je tombe sur le TNP. Et l'arrière-plan du TNP, c'est-à-dire les coulisses du TNP, avec les grands acteurs, avec des grands textes, avec une éthique et un regard sur le théâtre complètement... correspondant complètement à ce que je recherchais moi. Donc je suis rentré là, et c'est là que j'ai passé 2-3 ans à apprendre avec comme professeur Villard, Georges Wilson, Jean-Pierre Darras, Alain Cuny, et j'en passe et des meilleurs. Donc vous avez eu des maîtres... Des grands maîtres. Des grands maîtres. Des grands maîtres en train de continuer à jouer. C'est oui, ça qui était intéressant. C'est-à-dire que nous, je me rappelle le cours du Lin, le Palais de Chaillot à l'époque, il y avait 3000 places. Et le dernier rang du dernier balcon était occupé les soirs de général par le cours du Lin. Alors, on était tous derrière, tout au fond. Au dernier rang, on voyait les acteurs tout petits comme ça. Mais on voyait tous les spectacles. On était invités par Villard à voir tous les spectacles qu'il montait ou que d'autres montaient pour chez lui, etc. Et donc c'était un festival de bonheur, quoi. Je peux le croire. Alors vous êtes aussi un artisan, ensuite vous êtes devenu un artisan du théâtre populaire et de la décentralisation dans les années 60. Vous allez faire beaucoup de collaborations avec le théâtre public et le théâtre privé. Hein, alors attendez, moi vous me dites théâtre populaire, mais le TNP, Théâtre National Populaire, j'étais au cœur même, au cœur même du théâtre populaire. Le théâtre populaire, c'était quoi ? C'était essayer de redonner aux classes populaires le goût du théâtre et la possibilité d'aller au théâtre. Parce que le théâtre parisien, essentiellement, moi je suis un parigot, moi. Je suis né à Porte de Saint-Cloud, je suis né au Trocadéro, j'habitais Porte de Saint-Cloud pendant 20 ans. Donc, le théâtre populaire pour les classes les ouvrières, les commerçants, le peuple, quoi, était un peu écarté du théâtre. Parce que le théâtre était essentiellement privé. Et ces théâtres privés étaient assez chers, et donc c'était la public de la bourgeoisie qui allait voir les pièces. Et puis Villard est arrivé. Après avoir créé le Festival d'Avignon, il est venu à Paris, il a pris le Palais de Chaillot, une folie.
Et il a redonné un sens au mot populaire du théâtre populaire. Donc tout ça a été un grand mouvement qui a duré une trentaine d'années après la Libération et dans lequel grâce à mon âge, j'ai pu m'intégrer puisque j'avais, dans les années 60, j'avais 22 ans, quoi, au début des années 60. Alors, plus tard, vous avez vous-même, d'ailleurs, créé un théâtre, le Théâtre des Boucles de Marne. Vous allez aussi vous avez fondé votre compagnie, mais compagnie bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Et vous avez été longtemps directeur du Théâtre Mouffetard. Oui. Voilà. C'est-à-dire que j'ai été comédien. Encore aujourd'hui, mon métier, c'est être comédien. Mais j'ai vu un moment où, justement, à cause de tout ce que je viens de vous dire, j'ai eu envie de prendre plus de responsabilités. Alors, on ne peut pas engager une troupe, parce qu'engager des comédiens au mois, une troupe sur au moins 10 ou 12 comédiens, c'est pas possible. Donc, j'ai fondé, grâce à la ville de Champigny et au Val-de-Marne, j'ai fondé le Théâtre des Boucles de la Marne, qui a duré pendant 8, 9, 10 ans, quoi. Et là, j'ai fait des créations, j'avais de quoi créer, parce que j'étais subventionné par l'État, par le département du Val-de-Marne et par la ville de Champigny. Donc j'avais assez d'argent pour créer des choses. Et puis après, j'ai arrêté à Champigny au bout de 8 ans, et je me suis porté candidat à un théâtre parisien, et c'était à l'époque où le Mouffetard s'est libéré. Le Mouffetard était très endetté à l'époque. L'État, la ville de Paris a fait ce qu'il fallait pour rétablir l'équilibre et m'a proposé ça et que j'ai dirigé pendant 9-10 ans. Voilà. Alors, vous avez eu de très très nombreux rôles, grands rôles, même certains, vous êtes mis en scène, parce que là on a parlé de direction de théâtre, mais vous êtes comédien, metteur en scène. Non, je suis un comédien qui a fait des mises en scène. Qui a fait de la mise en scène. Qui a fait des mises en scène. Oui. Je ne suis pas devenu metteur en scène. Non, vous n'êtes pas devenu metteur en scène. Je fais des mises en scène, j'adore diriger les acteurs, j'adore essayer de mettre sur scène la manière dont je lis une pièce, etc. Mais je ne suis pas un metteur en scène, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est comédien. Donc, théâtre, vous avez joué de très nombreuses pièces, des grands rôles. Alors, excusez-moi, parce que je fais une ellipse, mais vous avez été 2 fois Cyrano. D'ailleurs, j'ai eu la grande chance de vous voir dans Cyrano il y a quelques années. Vous étiez Figaro, vous avez été même aussi Dominici. Alors ça, là, c'était du grand spectacle. Ah ouais, ça, c'était... Oui. C'est Robert Hossein qui nous mettait en scène. Voilà, ça, je l'ai vu. Gaston Dominici. Gaston Dominici. Vous avez été le roi Lear. Pardon ? Le roi Lear. Oui. Voilà. Et puis, il y a quelques années, c'est la première fois que nous nous sommes rencontrés d'ailleurs, je vous ai vu dans L'éducation de Rita. Oui. Que vous avez joué plusieurs fois, mais vous l'avez joué avec votre fille, Adriana. Oui. Donc vous lui avez quand même passé le virus. Ben oui, parce que quand Adriana m'a dit je voudrais être comédienne, etc., c'était bon, pourquoi oui, elle était belle et tout, et puis elle avait une espèce d'autorité naturelle et tout. J'ai dit, écoute, moi je vais monter L'éducation de Rita, que j'avais déjà joué avec une autre comédienne avant, et donc j'ai dit, on va le reprendre dans mon théâtre. Et on a repris ça, et c'était un bonheur. C'était un des grands souvenirs de ma vie, d'avoir joué avec une de mes 4 filles. Voilà. Alors, la télévision, vous êtes une figure populaire. Je reprends le terme populaire toujours dans mon sens. Alors, ça avait commencé par Le Grand Maulne, je crois, de Jules Santier. C'est vieux, ça, oui. Rocambole. Rocambole, Seul à Paris, voilà, L'Homme du Picardie. L'Homme du Picardie. François Gaillard, ou La vie des autres. Un juge, un flic, Denis La Patelière avec Michel Duchossois, souvenir d'enfance pour moi. Les 5 dernières minutes. Saint-Exupéry, La dernière mission de Robert Enrico. Alors, où vous aviez comme partenaire, en dehors bien sûr de Bernard Giraudot qui avait le rôle principal, deux amis qui sont déjà passés dans Kino Passion, Jean-Paul Comard et Geoffroy Thibault. Ah oui. Et donc, quand ils sont venus, on a parlé de Saint-Exupéry. Victor Schœlcher, L'abolition. Schœlcher, oui. Paul Vecchiali. La séparation de François Ansett. C'est sur donc la séparation. C'est très intéressant parce que ça continue à passer. Oui. Parce que c'est la chaîne parlementaire, qui a été la productrice initiale. Et c'est un très joli film sur
la loi de 1905 des séparations des églises et de l'État. Et donc on a tourné ça à l'Assemblée nationale. Je jouais un député de gauche, très, très anticlérical, et j'avais des discours méchants. Et faire ça à l'Assemblée nationale, à la tribune des députés, c'était assez intéressant. J'imagine. Sur place, c'était intéressant. Alors, le cinéma, vous avez, alors, on l'a là d'ailleurs, Paris brûle-t-il, de René Clément. Ah, vous savez que je suis dans Paris brûle-t-il? Oui, je sais que vous êtes dans Paris brûle-t-il. Parce que, figurez-vous que j'avais un copain de lycée, que vous connaissez tous. On était dans la même classe. Il s'appelle Yves Boisset. Et Yves était toujours premier en français. Enfin, ils étaient deux à se partager. Jean Lebovitz et Yves Boisset. Jean Lebovitz qui est devenu un grand réalisateur de documentaires. Il s'appelait Jean-Marc Leven. D'accord. Sur l'écran. Et donc Jean Lebovitz, Yves Boisset et moi, on adorait le cinéma. Et un jour, il y a eu une dissertation à faire sur le cinéma. Et on a eu les meilleures notes. Boisset et Lebovitz avant moi, et moi en troisième. Vous avez tourné aussi avec Claude Chabrol. Oui. Une partie plaisir et Les Innocents en main sale. Joyce Buñuel, La jument vapeur. Avec Marie Trintignant, 2 films, Défense de savoir et Le voyage de noces. Yves Boisset, dont nous venons de parler, L'attentat, Oui. qui est là. Serge Leroy, Le Mataf. Claude Lelouch, Les Parisiens. Jacques Brel, Polar et Un printemps à Paris. Pierre Courrèges, Un homme d'État. Et en 2022, pour Frédéric Chéouli, En vol. Exact. Et vous êtes aussi un acteur de doublage. Et j'ai relevé dans votre filmographie Robert Duval, qui vient de nous quitter, puisque vous avez été... Ah oui, que j'ai joué, dans Apocalypse Now, Apocalypse. dans la première version de... Cassé la voix à doubler Duval parce qu'il hurlait du début à la fin de la scène. Oui, parce qu'il y a tout le temps c'est du la scène bruit. des hélicoptères. Là, oui. Alors, quand vous faites ça 20 fois pour avoir la bonne prise, il faut le faire plusieurs fois. À la fin de la journée, il n'y avait plus de voix. Mais il fallait continuer le lendemain et retrouver sa voix. Et cette réplique qui est devenue mythique, j'aime l'odeur du napalm au petit déjeuner. Vous pouvez nous le faire? Non, je ne saurais pas le faire. Vous sauriez plus. Voilà, puis j'ai relevé aussi John Noble dans Le Seigneur des Anneaux, Donald Sutherland, Anthony Hopkins, et Lino Ventura dans une deuxième. Alors, je ne sais plus pourquoi, mais je sais qu'à un moment j'ai été appelé à le doubler parce qu'il était dans La Grande Menace. Indisponible, je ne sais plus pour quelle raison. Voilà. Quel est votre film référence ou votre film coup de cœur, celui qui aurait pu vous donner la passion pour le cinéma? Oui, c'est un peu une question... Je vais répondre bêtement, tous les films. Mais j'allais dire, c'est une question... Le premier film que j'ai vu dans ma vie, mais si vous êtes très surpris, c'est Blanche-Neige et les 7 nains de Walt Disney au Gaumont Palace. Le Gaumont Palace, c'était un grand cinéma qui existait place Clichy. Pas très loin d'ici, d'ailleurs. Pas très loin d'ici, et qui était un cinéma extraordinaire. Alors il y avait une salle immense, et il y avait au milieu de la salle un espèce d'ascenseur comme ça qui montait. Au-dessus il y avait un orgue, et l'orgue montait pendant que le gars jouait. Un orgue, un grand orgue, hein. Et il jouait, et on voyait cet orgue monter jusqu'au plafond, c'était extraordinaire. Bon, et donc mes parents m'ont emmené voir Blanche-Neige ou les 7 nains de Walt Disney. Alors j'étais émerveillé, bien sûr, de voir ça, dessin animé et tout, pas du tout. Donc, mais c'est après, en fréquentant les cinémas de quartier, que je suis allé beaucoup au cinéma. Alors j'ai vu énormément de films. Il y en a beaucoup qui m'ont marqué, bien sûr. J'ai pris des notes pour vous le dire. J'ai des acteurs qui m'ont marqué, des metteurs en scène qui m'ont marqué, des films qui m'ont marqué, et des chansons, des impressions comme ça, qu'on n'oublie pas, qui restent en vous toute la vie. Quand j'ai vu la première fois Marius de Pagnol avec Rému, et Pierre Freinet,
Ouais. Je suis resté comme ça. Et pour moi, c'était... je sais pas, je rêvais, quoi. J'étais... Alors, ma génération, bien sûr, l'après-guerre, beaucoup de cinéma américain, bien sûr, mais beaucoup de cinéma français et italien. Alors, il y a toute une série de films, que je ne vais pas vous les citer, mais je veux dire, il y a toute une série de films qui m'ont marqué. Mais je vous ai cité Marius de Pagnol, mais il y en a d'autres que j'aimerais quand même évoquer. Il y avait La Talente, de Jean Vigo avec Michel Simon. Il y avait Pierre Freinet, dans Monsieur Vincent, qui était une chose exceptionnelle, ou Le Défroqué. Il y avait Jouvet, bien sûr, avec le Quai des Orfèvres et tout ça, Knock, Drôle de drame, Volpone, tout ça. Et puis, il y avait Les Inconnus à la maison avec Rému. Puis j'ai découvert le cinéma plus populaire, disons, avec Fernandel, Dino Cervi, donc Camillo, enfin, toutes ces choses-là qui étaient les années 50-60 et qui nous emmenaient dans toute une série de choses à la fois drôles, poétiques, émouvantes, mais qui étaient en même temps l'expression de notre époque, de l'époque de notre jeunesse. Oui, c'est et ça, j'y ai Il y avait tenu un beaucoup. écho, ouais. Alors, par exemple, j'ai cité Fernandel, donc Camillo, pour moi, c'est un souvenir formidable. La loi, c'est la même chose. C'est des choses que je ne peux pas oublier. Voilà. Donc, vous dire qu'un film m'a marqué plus qu'un autre, oui, il y en a un qui m'a marqué beaucoup, c'est Les Enfants du Paradis. Ça, je dois dire que quand on a vu Les Enfants du Paradis, il y a un autre film qui m'a marqué, ça va vous étonner, parce que pour moi, c'était un des grands comiques du XXe siècle, c'est Les Vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati. Jour de fête, Les Vacances de Monsieur Hulot. On sortait de là sur un petit nuage. Tellement on avait ri beaucoup, mais il y avait une dimension poétique de ce bonhomme un peu qu'on se demande d'où il sortait. Oui, parce qu'avec au milieu là, des vacanciers, des Français moyens, etc. C'est extraordinaire. Voilà. Et toujours avec beaucoup d'humour. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai vu encore que je pourrais... Ah oui, il y a un film dont je voudrais vous parler, parce qu'il m'a beaucoup marqué, c'est Le Salaire de la peur. Oui. Le Salaire de la peur m'a beaucoup marqué. Pourquoi ? Parce que c'était... D'abord, il y avait des acteurs formidables. Et ensuite, parce qu'il y avait un vrai suspense, il y avait une véritable aventure. C'était un camion chargé de nitroglycérine, je ne sais pas quoi, qui était chargé d'aller faire exploser un puits qui fuyait de partout, un puits de pétrole qui fuyait de partout, etc. Il fallait faire exploser ça. Et les deux c'était Charles Vanel et Yves Montand, je crois, qui conduisaient ce camion, mais qui devaient le conduire assez vite pour arriver avant que l'accident n'arrive, mais assez lentement pour ne pas exploser avant d'arriver. Et oui, voilà. Bon, quand on voit un film comme ça, c'était merveilleux, quoi, Le Salaire de la peur. Bon, qu'est-ce que j'ai vu encore qui sont... je n'oublie pas une période charnière du cinéma. C'est l'arrivée de Godard. La nouvelle vague. La nouvelle vague, mais Godard, voilà, à bout de souffle. Oui. Un film qui m'a beaucoup marqué aussi, à sa manière, c'est Lola Montez. J'ai beaucoup aimé avec Martine Carol, qu'on n'attendait pas dans un film comme ça. Martine Carol, qui était une très, très belle femme, séduisante, on avait envie de la toucher sur l'écran, etc. Et tout d'un coup, elle jouait Lola Montez, et où il y avait, c'était un personnage de cirque et tout ça, c'était très étonnant. Et elle était très émouvante et très, très simple et tout d'un coup très différente de ce qu'on avait l'habitude de voir d'elle. Alors, il y a évidemment, les gens conformistes n'ont pas aimé, mais c'était une petite merveille. Pour moi, le cinéma américain, quand je l'ai découvert après la guerre, ça a été extraordinaire. Alors, il y a eu plein de films qui m'ont touché, mais j'ai voulu en noter 3 ou 4 pour vous dire ceux qui m'ont marqué. Il y avait Citizen Kane, bien sûr. Bien sûr. Il y avait un film qui m'a beaucoup marqué, c'est Le Parrain, avec Brando. 12 hommes en colère. 12 hommes en colère avec Henri Fonda. 12 hommes en colère que j'ai joué ensuite au théâtre. Oui. Et donc, pour moi, c'était 40 ans ou 50 ans plus tard, c'était miraculeux. Il y avait Singing in the Rain, Chantant sous la pluie. Et puis, un film qui a été un miracle aussi, c'est Sur les quais, On the Waterfront. Brando. Avec Brando, oui.
donc c'était des films comme ça, je pourrais en noter 50, mais c'est des films qu'on n'oublie pas parce qu'ils vous laissent, ils vous font découvrir d'abord un côté de la vie qu'on ne connaît pas. C'était les États-Unis, la vie américaine, là, tout ça, qui eux n'avaient pas eu la guerre et qui donc vivaient dans complètement un autre climat psychologique et mental et moral et tout. Et puis découvrir des paysages, d'une manière de filmer, des moyens de tourner très différents. Voilà. Et donc ça m'a marqué. Et s'il y a un film dont j'ai envie de parler, Oui. parce que c'est un des films qui m'ont le plus touché, c'est un film italien. Un jour, j'étais voir un film qui s'appelle C'eravamo tanto amati, nous nous sommes tant aimés, Ettore Scola. Et j'ai été ébloui par ce film, ébloui par la richesse du scénario, par les acteurs, par tout ça. Et je voulais en dire 2 mots parce que c'est un film qu'il faut vraiment avoir vu une fois. C'est un des très beaux films italiens des années 70, 80, 90. Voilà. On ne pouvait pas ne pas parler cinéma italien, quand même. Pardon ? On ne pouvait pas ne pas parler cinéma italien. Ah bah, exactement, oui. J'avais pris des notes, mais comme ça va très vite. Mais il y a des films italiens que j'ai adorés, comme par exemple les films de Scola, bien sûr les films de Fellini. Fellini, c'est très important pour ma génération. Oui. Parce qu'on a sans arrêt vu arriver des choses qui nous sidéraient tellement c'était nouveau dans la manière de raconter, la manière de filmer, la manière de jouer. Alors il y avait des grands acteurs qu'on retrouvait, comme Mastroianni ou des gens comme ça, on les retrouvait d'un film à l'autre, mais à chaque fois, on avait l'impression d'arriver dans un univers complètement différent. Et ça, quand on voit, il y avait de Fellini, il y a 8,5, il y a Marcord, il y a la Dolce Vita, il Bidone. Tout ça, on est sidéré, quoi. Parce que au moment où ils sortent, ils amènent un ton nouveau, une vision nouvelle, et qui va être ensuite dépassée par quelque chose d'autre. Donc on est dans la... C'est là que le cinéma, pour moi, est un art exceptionnel. Il est un art où on découvre, avec le temps qui passe, on découvre une nouvelle manière de raconter les choses. Au théâtre, on peut reprendre des classiques d'il y a 3 siècles, on les actualise, on les transforme, etc. Mais au cinéma, c'est forcément de l'époque où on est vivant. Ça s'est tourné 1 an avant qu'on la voie, ou 2 ans avant qu'on la voie. Et c'est un miracle, parce qu'on voit des images qu'on n'aurait même pas soupçonné d'exister. J'ai été voir un film italien, La Grazia, La Grâce. C'est voir ça l'autre jour, là. Oh là 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 là, mais j'ai été sidéré par la beauté de ce film. Et je n'avais jamais vu un film comme ça. Et j'en ai vu quelques-uns de films, hein. Je n'ai jamais vu un film comme ça. Je suis sorti de Grazia, comme ça, et j'en étais marqué pendant toute la soirée, le lendemain matin, la nuit, etc. J'ai pensé à ça, parce que c'était quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, et quelque chose qui nous prenait. En plus, Grazia, derrière, il n'y a pas un problème seulement esthétique, il y a un problème moral, il y a un problème social, il y a un problème... Les 3 cinémas qui m'ont marqué, c'est le cinéma français, le cinéma italien et le cinéma américain. Et après, j'en ai vu d'autres, hein, mais c'est les 3, dans mon enfance, mon adolescence et ma jeunesse, c'est les 3 pays qui m'ont donné l'amour du cinéma, c'est ça. Ouais. Quelle est votre réplique favorite ? Si vous avez, c'est difficile, ouais, je sais. Réplique de cinéma ? Oui, réplique de cinéma. Oui. Il y en a plein, mais... Oui, mais je pose des questions. Il y a par exemple, c'est 2-3 répliques, mais c'est un truc qui... je crois que c'est dans Marius, quoi. Alors, Monsieur Brun, et ce Paris, là, c'est vraiment beaucoup plus grand que Marseille. Ah, mon cher César, à Paris, j'ai vu au moins 50 canebières. Oh, 50 canebières. Et on dit que c'est nous les Marseillais qui exagérons. Ah, vous êtes bien français, vous. Non, pardon. Ah, vous êtes bien lyonnais, vous. Vous êtes bien lyonnais. Magnifique. Voilà. Quelle est votre bande originale de référence, ou la préférée ? Là aussi, hein, c'est dur. J'adore la musique. Oui.
Pour moi, la musique est une partie intégrante totale du cinéma. Et c'est vrai qu'il y a eu des très grandes musiques. D'où les difficultés de peut-être de choisir. D'où la difficulté, parce que dans chaque film, il y a une musique originale. Oui. Dans chaque film, il reste soit une chanson, soit un air que tout le monde susurre après aussi, flotte, parce que ça, c'est dans la tête et ça ne sort plus. Mais moi, il y en a eu plein, mais comme ça, a priori, comme ça, vous me demandez ça, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai aimé comme musique de film que j'ai adoré. Vous nous avez parlé d'un film musical tout à l'heure. Vous Oui. nous avez parlé de Chantons sous la pluie. Oui, je parlais d'un film musical tout à Oui, l'heure. oui, vous nous avez cité Chantons sous la pluie. Alors, Ah ouais, ouais, I'm singing in the rain, I'm singing in the rain, papara, 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 papara. Ouais, c'est magnifique. Hein. Just sing it in the rain. What a glorious feeling. We're happy again. Bon choix en plus. Oui. Parce que c'est tout le monde connaît ça. Oui. Enfin, je sais pas, dans les générations des jeunes aujourd'hui, je sais pas. Alors, je vais vous dire oui. Eh ben, tant mieux. Dans l'émission précédente, à votre place, il y avait une jeune influenceuse cinéma qui connaît très bien le cinéma. Elle a 27 ans. Et une de ses références films favorites, c'est Chantons sous la pluie. Ah ouais. Vous voyez, c'est rassurant. Eh ben, ouais, bien. Voilà. Et elle connaît le film par cœur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, Pierre, nous parler d'un objet cinéma, quelque chose qui pour vous est vraiment typique du cinéma, fait penser au tournage de films ou vous, éventuellement un objet, est-ce que vous gardez des objets après un tournage Oui, mais pas... C'est-à-dire que les objets, il faut les rendre à l'accessoiriste, si c'est raccord, et surtout. Ouais. Non, moi j'ai entendu votre question, hein, et il y a plein de petits souvenirs d'objets comme ça qui nous ont marqués. Ça peut être une arme, ça peut être un jeu de cartes, ça peut être une cravate, tout comme ça. Et puis, il se trouve que il y a deux objets dont j'ai envie de parler, mais qui ne sont pas de cinéma. D'accord. Alors, c'est ça. C'est votre émission, Pierre. Donc C'est ça. D'accord. J'ai deux bagues, là. Deux bagues. Alors, cette bague-là, la main gauche, qui est une cornaline, c'est ma grand-mère qui me l'a donnée. Pourquoi ma grand-mère ? Parce que ma grand-mère était une femme de lettres, elle avait beaucoup voyagé, elle avait acheté, la bague que j'ai au doigt, elle l'avait achetée en Égypte. Et un jour, elle est venue me voir, j'étais à mes débuts, c'était des premières fois que je jouais un mélodrame d'Alexandre Dumas qui s'appelait Angèle. On jouait ça à la Gaîté Montparnasse. Et c'était Antoine Bourseillet qui jouait avec moi et qui avait mis en scène. Et donc ma grand-mère vient avec sa sœur, ma tante et ma reine, au premier rang. « C'est Pierre !»« Oui. »« Oh, il a grandi !»« Oui, il a grossi !» Alors les gens dans la rue, dans la salle, et moi j'étais gêné. Oui. Et puis à la fin de la pièce, elles viennent me voir dans ma loge. « Mon Pierre Rojoly, bravo, c'est formidable, c'est très bien ce que tu as fait. Mais tu sais, un baron, puisque je jouais le baron d'Alvimar, un baron, ça a des bagues. » Oh, je dis, écoute, on n'a même pas de quoi se payer un sandwich, hein, et tu viens me parler de mettre des bagues, j'ai pas de bague, j'ai pas de bague. T'as pas de bague, mon chéri, je te donne la mienne. Et elle me donne sa bague. Et cette bague ne m'a jamais quitté. D'accord, donc même quelquefois, j'ai dû l'enlever de force dans des rôles où il était impossible que ce personnage ait une bague. Ah, ben et puis cette deuxième bague qui est aussi une belle histoire. Vous avez parlé tout à l'heure de Cyrano de Bergerac, je l'ai joué deux fois dans... une fois, j'ai repris après Jacques Weber dans la mise en scène de Savary, j'avais repris le rôle à Mogador. Mais après, pour le 100e anniversaire de la pièce, il y a eu une vague Cyrano. Ouais. Et j'ai eu envie de jouer Cyrano. Et j'ai mis tout en branle pour le jouer au De Jazet, dans une très jolie mise en scène d'ailleurs, italienne. Et mon père est venu me voir dans ma loge le soir de la première, très ému, parce que je lui avais dit, quand j'avais 12 ans, on avait été voir Cyrano de Bergerac à la Comédie Française.
avec Jean Martinelli dans le rôle de Cyrano. Jean Martinelli, c'était Bonne nuit les petits. Et à la fin de la représentation, j'étais très ému. Et j'avais dit à mon père, papa, je serai acteur et je jouerai Cyrano. Attends, il prend son carnet, mais je serai acteur et je jouerai Cyrano. Tu veux bien signer, Pierrot? Ouais, bah, hop. 30 ans plus tard, me voilà en train de jouer Cyrano. Et donc, mon père vient dans ma loge. Ma mère venait de mourir. Et il me dit, mon Pierrot joli, merci, t'as tenu ta promesse. Ça me touche beaucoup, etc. Et il m'a donné la bague de mon grand-père. Et donc, ces deux bagues ont pour moi un sens profond parce que c'est deux moments d'histoire de mon métier, oui, mais en même temps de mes rapports à ma famille et à la vie, comme ça, qui sont très émouvantes pour moi. Donc, j'ai tenu absolument à les garder. Et voilà. Merci Pierre de nous avoir confié ces... Il y a des objets comme ça qui vous accompagnent longtemps. Oui, et merci de nous avoir confié cette belle histoire. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous raconter une anecdote de tournage? Ben, c'est pas une anecdote de tournage, mais c'est une anecdote sur un tournage. Sur un tournage. Comme vous m'avez très gentiment rappelé, j'ai tourné dans Paris Brûle-t-il. Et donc, j'avais une scène, mais qui était très intéressante. C'était avec Pierre Tornade, qui faisait un pharmacien. Et je rentrais, j'étais un jeune résistant. Je rentrais dans la pharmacie et je disais au pharmacien, je voudrais 1 litre de ça, 1 demi-litre de ça. Et lui me faisait, et 100 grammes de ça. Il dit oui, c'était pour fabriquer une bombe explosive. Et donc, c'était une très jolie scène, parce que ce pharmacien était complice, en même temps, faisait semblant de pas l'être. Bon. Donc, on a tourné ça. Alors, comme le Paris Brûle-t-il se tournait à Joinville-le-Pont, tous les studios de Joinville étaient réservés pour le film, etc., il y avait un tout petit coin avec l'intérieur de la pharmacie. Il faisait un froid de chien, donc on avait de la buée qui sortait de la... truc. Alors on suçait de la glace jusqu'au moment de moteur, partez, pouf, pouf, pour pas avoir de buée qui sortait. Mais enfin bref, c'est pas ça qui était gênant. En plus, quand on sait que la Libération c'était au mois de juillet, au mois d'août à Paris, donc ce qui était intéressant, c'est que 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, je parlais comme avec vous et il y avait... Et je dis, bah oui, j'ai tourné dans Paris Brûle-t-il. Et il y a Yves Boisset qui était là. T'as jamais tourné dans Paris Brûle-t-il? Tu plaisantes ou quoi? Bon, c'est toi qui m'a proposé le rôle. Il était assistant, lui, de René Clément. Tu rigoles, c'est toi qui m'as proposé le rôle? Ben, je ne t'ai jamais proposé, tu n'étais pas dans le film. Bah, je m'excuse, je suis dans le film, dans une première scène à la pharmacie avec Pierre Tornade, etc. Mais non. Bon, enfin bref, je laisse tomber. Il perd la mémoire, il est trop vieux. Et puis, et j'apprends par la suite qu'effectivement, il y a eu 3 montages différents du film. Un montage court, un montage moyen, un montage long. Et que ces genres de scènes qui racontaient quelque part la libération vue du côté pas des personnages vedettes, mais du peuple et des résistants, certaines scènes avaient été supprimées de la version courte et étaient restées seulement dans la version moyenne ou la version longue, dont la mienne. Alors j'étais... D'où le fait que... Alors c'est vrai que maintenant quand je parle de Paris Brûle-t-il, il y a des gens qui me disent « Ah ben j'ai été voir Paris Brûle-t-il, je t'ai pas vu ». Puis il y en a d'autres qui me disent « Ah oui, je t'ai vu, t'es dans une scène avant le générique et tout ça ». D'accord. Voilà une très belle... C'est marrant, très hein. belle anecdote. Mais alors de la part de Boisset, oui, que j'adorais parce qu'on était en classe ensemble, oui, au lycée ensemble, et qu'ensuite j'ai tourné pour lui dans l'attentat et tout ça, Boisset, dommage qu'il soit plus là. Impossible de lui faire admettre que j'avais tourné. Alors que c'est lui qui m'avait mis sur le coup. Eh ben, voilà, j'avais illustré avec Paris Brûle-t-il et l'attentat de Yves Boisset. Ah, l'attentat, c'est aussi un très beau film. Parlons à présent, Pierre, de votre actualité. Alors, avez-vous des projets cinéma? Oui, j'en ai 3. Oh, formidable. Je dois faire 3 rôles différents, d'ailleurs, oui. Très différents les uns des autres. Je dois être
patron d'une salle de boxe, je dois être un écrivain qui a perdu son personnage, et je dois être un homme qui veut s'euthanasier, et c'est le père du réalisateur qui s'est euthanasié, et ce réalisateur a écrit ce scénario pour essayer de comprendre pourquoi son père s'était enfermé. Alors, vous me parliez tout à l'heure hors caméra de ce film donc avec cet auteur qui recherche un de ses personnages. Oui, c'est celui avec mon cher Courage. Oui. Mon cher Pierre Courage. Ouais. Bah oui, j'adorerais faire ce film parce que pour moi, ça a l'air. Ce qui est formidable dans le cinéma, c'est que le cinéma peut s'évader à l'intérieur du même film dans des endroits différents. Et là, on est dans l'écriture, la poésie, alors qu'on a l'air d'être dans un film policier, dans une enquête policière, etc., qu'on est dans le quotidien et en même temps dans le rêve et tout. Pour moi, c'est le cinéma, c'est ça. Et la salle de cinéma a ceci de miraculeux par rapport à la télévision, c'est que les gens dans le noir sont pendant 1 heure, 2 heures, face à un écran et absorbent l'écran sans savoir s'occuper de ce qui se passe ailleurs. Il y a des rires, bien sûr, il y a des émotions, mais tout ça conjugue vers l'écran, alors que la télévision est plus quelque chose qui est chez vous, il y a la famille autour, les bruits, on se lève, on mange, on parle, on n'écoute pas, et puis, voilà. Donc c'est très différent. Pour moi, le cinéma, c'est un art miraculeux. Alors on a ça dans le théâtre, mais dans le théâtre, c'est toute une autre démarche. C'est le même métier. Hein. Quand me dit, t'es comédien de quoi? De théâtre, de cinéma? Je suis comédien. Mmh. J'adore tourner, mais j'adore jouer. J'adore tourner pour la télé ou pour le cinéma. J'adore faire du comique ou du dramatique ou de la tragédie. J'adore l'immensité des personnages, des rôles et des situations dans lesquelles ce métier vous met. Mmh. Parce que on passe d'une époque à l'autre, on passe d'un partenaire à l'autre, on passe d'une humeur à l'autre. Dans la même journée, quelquefois, il m'est arrivé, je me rappelle avoir joué un personnage qui s'appelait Antoine Bloyer. C'était après un roman de Paul Nizan. Ce personnage, je le prenais à l'âge de 15-16 ans, jusqu'à sa mort à 70 ans. Et tous les âges de sa vie, on le voyait petit étudiant dans une pension catho, etc. Puis après, petit à petit, il faisait son service militaire, puis il y avait la guerre, puis il y avait ci, puis il devenait mécanicien, puis il finissait chef de service de son truc, et puis après, il finissait dans la peau d'un petit retraité et tout ça, et il mourait oublié de tout le monde, alors qu'il avait passé toute sa vie à gagner, à perdre sa vie, à essayer de la gagner. Quoi. Il avait perdu toute sa vie pour essayer de la gagner. Et puis au moment où il la gagne, il se retrouve à la retraite et oublié de tout le monde. C'est extraordinaire, ça. Et j'ai adoré tourner ça. Et donc, dans la même journée de tournage, quelquefois, je passais de l'âge de 30 ans à l'âge de 50 ans, maquillage, changement de costume, changement surtout intérieur, changement de colonne vertébrale, changement de comportement, changement de voix, d'âge, de mimique et tout ça. Ça, c'est très important. C'est la magie de notre métier, ça. Donc voilà, j'ai adoré. Alors, j'ai des projets de cinéma j'ai des projets de théâtre. Après, qu'est-ce qui va se faire? Je n'en sais rien. J'ai un projet de dialogue épistolaire entre D'Annunzio et la 12. La 12 et l'Honora 12, c'était l'équivalent de Sarah Bernard en Italie. Oui, il y a un film d'ailleurs qui est sorti. Et Gabriel D'Annunzio, c'était un poète un peu mondain comme ça, mais un peu foufou, qui était tombé amoureux d'elle, mais qui en même temps, de temps en temps, partait 3 semaines pour aller avoir une autre aventure avec quelqu'un, puis revenait, etc. Et la 12 devenait folle, etc. Bon, c'est merveilleux, qui se sont écrits. Elle a récupéré toutes ces lettres qu'elle avait écrites, et elle a déchiré toutes les lettres de D'Annunzio. Alors, il y a un type qui a inventé une pièce où D'Annunzio est là, et il y a un 3e personnage qui est un petit peu le récitant, qui va raconter qu'on n'a plus de D'Annunzio, et puis les quelques lettres qui restent de D'Annunzio, etc. Et c'est intéressant. Ah, mon grand-père, Pietro Croce, était grand ami de D'Annunzio, parce qu'ils travaillaient ensemble à Milan, au Corriere della Sera. D'accord. Ah oui. Ah oui, donc il y aurait quelque chose... Donc ça m'a touché qu'on me propose ça, oui. Voilà.
Merci beaucoup, Pierre. Bah, de rien. Merci d'avoir participé à Kinopassion, de nous avoir fait partager alors votre amour, votre passion pour le théâtre, pour le cinéma, et de tout ce que ça vous a apporté, et ce que ça continue de vous apporter. Mais surtout, mais ce qui est formidable, quelquefois, une journée de synchro, de doublage, une journée de radio, c'est aussi passionnant qu'une journée de tournage de cinéma ou de télévision. Je me rappelle avoir, pour le 10e anniversaire de la mort de De Gaulle, je ne suis pas gaulliste, on m'a demandé de venir passer 5 jours dans des studios de Radio France pour enregistrer du De Gaulle. Quoi de Gaulle? Des textes de lui, des poèmes de lui, des discours de lui, des plaisanteries de lui, etc. J'ai passé 5 jours en studio à enregistrer du De Gaulle. Au bout de 5 jours, j'étais en admiration devant cet homme. Non pas que je partageais ses idées, mais j'étais en admiration devant sa manière de penser, sa manière d'écrire, sa manière de traiter l'humain, etc. Avec des moments très désagréables et des moments merveilleux. Il y avait tout, comme dans tout être humain. Mais ces 5 jours de studio chez Radio France, pour moi, ont été aussi importants quelquefois que des tournages que j'ai faits à l'étranger ou en France, dans des régions que je ne connaissais pas et avec des partenaires que je découvrais, quoi. Donc tout ça, c'est le miracle de ce métier. C'est une aventure permanente. Il faut aller jusqu'au bout. J'essaierai d'aller jusqu'au bout. Normalement, je suis à la retraite on m'a mis à la retraite depuis 25 ans déjà. Mais est-ce qu'on prend ça? Mais j'ai jamais autant travaillé d'ailleurs que. mais en même temps, c'est normal qu'il y ait de moins de rôles à partir d'un certain âge, parce que les grands rôles, c'est les rôles qui partent de l'amour jusqu'à la retraite, quoi. Hein? Vie active, amour, vie active, et donc les personnages intéressants, c'est entre 25 et 50 ans, quoi, 60 ans. Mais c'est parce que c'est là qu'arrivent toutes les grandes histoires humaines. On tombe amoureux, on prend le pouvoir, on vous enlève du pouvoir, on vous trompe, tout est possible. Alors j'espère que mon métier me permettra encore de continuer à vivre des moments intenses. C'est ce que je vous souhaite et ce que je nous souhaite pour que nous continuions à vous voir sur les planches et à l'écran. Merci beaucoup. Merci à notre ami Christophe pour son accueil au Vidéoclub de la c'est un bel endroit. au 49. Je suis très touché d'avoir passé cette heure avec vous au milieu de tous ces films extraordinaires. Il y en a plein que j'ai pas vus, mais c'est pas grave. Mais il y en a beaucoup que j'ai vus. Maintenant, vous connaissez l'adresse. Tout Fellini, là-bas, c'est extraordinaire. Il y a tout. Oh, là, il y a Blow Up, là. Oh là 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 là. La Dolce Vita. Et voilà, on en parlait tout à l'heure. Elle est là. Ouais, tout est là. 8,5, mon Dieu, 8,5. Quel grand film. Merci à vous de nous avoir regardés. Surtout, n'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner à la chaîne YouTube de Kinopassion, de commenter cette émission, donnez vos sentiments, partagez-les aussi, parce que Pierre Santini a partagé avec vous cette passion, sa carrière. Donc, j'espère que vous aurez vraiment apprécié et aimé cette émission. Et surtout, n'hésitez pas à la partager, à la liker, comme on dit, à la commenter et à la faire connaître. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Kinopassion avec un nouvel invité. Au revoir Pierre, et encore merci. Merci à vous mon cher. D'abord parce que vous avez très bien préparé. Merci maître. Mais c'est très important. Parce que quand je trouvais dans une interview qui est mal préparée, c'est quelquefois c'est un peu... ça vous déstabilise. Là, c'était très bien. Mais surtout parce que dans cet endroit merveilleux et cette intimité à deux qu'on a pu vivre, parce qu'il n'y a rien d'autre autour, il y a pas... C'est très intéressant et c'est très bien. Je vous remercie et merci de votre écoute. Et comme vient de vous le dire notre ami, on sera ravis d'avoir des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, des commentaires sur ce qu'on vous a raconté et qui me sont sortis du cœur avec grand plaisir. Salut à tous, vive le cinéma, allons au cinéma, vive la passion du cinéma.